ce numéro de ID. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons parler du sexe. Qu'est-ce que le sexe? Comment faut-il l'utiliser? Quels sont les avantages de la bonne utilisation du sexe? Quelles sont aussi les conséquences de la mauvaise utilisation du sexe? Quel constat faisons-nous aujourd'hui dans nos différentes sociétés de l'utilisation du sexe? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai devant moi Elmasio Gorson, un métaphysicien qui va essayer de nous présenter le sexe selon les préceptes métaphysiques. L'utilisation du sexe selon la métaphysique. Et là, j'espère que nous aurons beaucoup d'éclaircissements sur le sexe que chacun d'entre nous porte. Elmasio Gorson, bonjour et bienvenue dans ID. Bonjour, cher ami. C'est toujours un plaisir renouvelé de te retrouver. Je salue également les téléspectatrices et les téléspectateurs de la première de toutes les chaînes, la grande chaîne, la TVT. Déjà, je dis merci pour tout ce que vous faites et j'espère que la TVT ira en s'améliorant dans toute sa vision. Et quand on a une vision, on va vraiment loin. De toute façon, merci. C'est notre chaîne à nous tous, la chaîne togolaise. Donc, c'est toujours vraiment un bonheur de venir partager des outils de connaissance avec les personnes qui nous écoutent et surtout avec les jeunes. Et donc, je m'inscris en accord avec la thématique que vous avez choisie et j'espère que nous allons en approcher non seulement le concept métaphysique, mais les concepts, la dimension éthique et morale de la chose, afin de permettre aux uns et aux autres de se repositionner par rapport à leur utilisation du sexe. Le sexe, c'est quoi? C'est une question délicate qu'il faut aborder avec intelligence. Et c'est également une thématique suffisamment sensible qu'il faut aborder avec sensibilité extrême. Autrement, on peut passer rapidement dans le décor. Et j'aime bien quand vous avez toujours eu l'esprit de dire sur le plan métaphysique, qu'est-ce qu'on retient. Je rappelle que lorsqu'on parle de métaphysique, on ne parle pas de science subjective. On parle réellement de science, en ce sens que les choses que nous manipulons possèdent un code, c'est-à-dire un principe fonctionnel. Que vous preniez la philosophie, que vous preniez n'importe quelle science, on vous parlera de l'en-soi de la chose. C'est-à-dire que chaque chose a son êtreté, c'est-à-dire sa fonction principale d'existence qui permet de pouvoir dire que la chose est la chose. Et donc, il est important de comprendre que si l'eau est l'eau, c'est que l'eau a un principe. Et c'est d'ailleurs pourquoi on ne peut pas utiliser l'eau en dehors de son principe. Si nous prenons le feu a un principe et on ne pourra pas l'utiliser en dehors de son principe. Parce que nous maîtrisons aujourd'hui, d'une certaine manière, le principe du feu, on peut utiliser le feu comme on l'entend. Nous maîtrisons le principe de l'électricité, on peut l'utiliser dans diverses applications. Donc, c'est vraiment bien de connaître le principe des choses. C'est ce que fait la métaphysique, c'est vraiment de la science. On part de l'observation, on analyse les combinaisons ou les lois et on débouche effectivement sur le principe. C'est ce que fait la science. Mais la métaphysique évolue dans le sens contraire, c'est-à-dire connaît le principe, voit les applications et démontre donc les faits. Les deux sont dans la même voie, mais il y a une voie ascendante et il y a une voie descendante. Toujours que ce sont des sciences d'expérience ou d'expérimentation. Et donc, en métaphysique, si on veut étudier le principe qui est en relation avec le sexe, on commencera par faire une différence ou une nuance. Il y a une différence ou nuance entre le sexe et l'organe sexuel. C'est une différence que les gens ne font pas. Par métonymie ou je ne sais pas quelle expression, on confond tout de suite le sexe à l'organe sexuel. Donc quand on parle du sexe masculin, on dit c'est l'organe sexuel. Quand on parle du sexe féminin, on dit c'est l'organe féminin. Non, il y a une différence entre les deux. L'organe sexuel, c'est l'outil
qui permet d'exprimer le sexe. C'est pourquoi on l'appelle organe sexuel. C'est un outil. Chez la femme, c'est son intimité vaginale. Chez l'homme, c'est l'organe pénien qui permet donc de faire l'utilisation du sexe. Alors, qu'est-ce que le sexe? Le sexe est fondamentalement une énergie. D'accord? Le sexe est fondamentalement une énergie. Je vais l'expliquer à travers le concept de la sexualité. Lorsqu'on parle souvent de sexualité, il ne s'agit pas d'une relation coïtale. Une relation coïtale, c'est une relation de pénétration entre l'homme et la femme. On va le dire comme ça. Les gens comprennent déjà de quoi je veux parler. Mais lorsqu'on parle de sexualité, ça veut dire qu'on peut avoir des comportements qui ne sont pas forcément en relation avec le coïtal, mais qui sont vraiment des comportements de nature sexuelle. C'est ainsi que si je dois avoir des relations intimes avec mon épouse ou avec mon mari, nous commençons déjà dans la journée à développer des comportements sexuels, c'est-à-dire des comportements qui nous rapprochent d'une forme d'énergie, d'intimité, et qui nous conduiront certainement à une relation coïtale. Vous voyez, ça permet aux gens de faire vraiment une certaine nuance. Donc, je peux avoir des désirs envers une femme, je peux contempler un homme, je peux contempler un comportement d'une femme ou une femme peut se dénuder d'une certaine manière, elle peut se promener d'une certaine manière, même au bureau ou dans les soirées, et je peux déjà dire que son comportement est fortement sexuel. Vous voyez, tout comme je peux avoir un homme qui danse d'une certaine manière, parce qu'il sait très bien que sa danse a un objectif précis, il tourne les hanches, il fait des choses, je peux dire que c'est un comportement sexuel, où il énonce des propos dans une chanson, qui évoque justement la sexualité. Vous voyez qu'en fait, quand on parle de sexualité, il faut vraiment différencier ça de l'organe sexuel. Et donc la sexualité et naturellement le sexe, qui est une énergie. C'est une énergie fondamentale. C'est une énergie non différenciée qui coule à l'intérieur de tout être vivant, que vous soyez être humain, que vous soyez être animal, que vous soyez être végétal, que vous soyez tout être, vous possédez cette énergie-là. Pour revenir à l'homme, l'homme est constitué de 3 états. Il a une dimension qu'on va associer au mental, une dimension mentale. La dimension mentale est cette faculté qui exprime ce qu'on appelle l'esprit. Donc, le mental peut exprimer son esprit. Il y a la dimension émotionnelle qui est associée également à la dimension de son âme, de ce qu'il ressent, de comment il partage les choses. Il y a la dimension du corpus physique, de son corps physique, où il se touche, il touche les objets avec les 5 sens. Voilà l'homme dans ces 3 états. Mais tous ces états-là ne peuvent avoir aucune interaction si elles ne sont pas modulées par l'énergie. Or, toute énergie est fondamentalement androgyne, c'est-à-dire que toute énergie, quelle qu'elle soit, possède une double nature. La première nature de l'énergie, c'est que l'énergie est toujours en mouvement en tant que flux. La deuxième nature de l'énergie, c'est que l'énergie est toujours en mouvement en tant que reflux. Est-ce que vous voyez? Donc nous avons 2 états de l'énergie, c'est-à-dire l'aspect flux et l'aspect reflux, l'aspect actif, l'aspect passif. Dans la métaphysique, ces 2 aspects porteront des noms différents. On appellera l'aspect actif l'aspect masculin et on appellera l'aspect passif l'aspect féminin. Donc nous sommes dotés de 2 énergies. Nous avons l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et c'est l'interaction entre les deux qui constitue ce qu'on appelle la sexualité. Ça veut dire que à partir du moment où je suis une femme, d'accord, j'émets un comportement, donc une énergie, une information énergétique à l'endroit d'un homme qui également
émet une information énergétique et que cette information énergétique ou ces informations sont orientées vers la dimension de l'utilisation de notre organe sexuel, ça veut dire que nous sommes en train d'avoir un comportement sexuel. Et ça, il faut que les gens le comprennent. L'aspect que je développe et qui est très important, j'ai dit tout à l'heure que nous sommes esprit, nous sommes âme, nous sommes corps. Ou nous sommes mental, nous sommes émotion, nous sommes émotion, sentiment ou désir, et nous sommes également corps physique. Et que tous ces différents corps-là sont structurés par l'énergie. Il va sans dire alors que l'impact de la sexualité, qui est en fait ce que j'appelle ce binôme au cœur de l'énergie, flux et reflux, ça veut dire que l'impact de la sexualité touche non seulement notre dimension mentale et spirituelle, notre dimension émotionnelle, mais également au niveau de notre dimension physique. Et donc, tout notre être est modulé par deux courants d'énergie qui interagissent, qui entretiennent une relation intime orientée vers l'utilisation de l'organe sexuel par le désir. Et donc, on peut dire déjà que c'est une sexualité. Donc, le sexe est fondamentalement de l'énergie non différenciée, mais qui va être différenciée en énergie flux, en énergie reflux, dont l'interaction conduit d'une certaine manière à l'utilisation d'un organe qui en spécifie, n'est-ce pas, la nature. On parlera alors de sexualité parce qu'on utilise l'énergie qu'est le sexe à travers les organes qui leur sont appropriés. Si je prends un stylo et que je suis en train d'écrire en classe, je ne suis pas en train de faire de la sexualité. On est d'accord. Lorsque je fais une émission d'animation de football ou de talk show, je ne suis pas en train d'avoir directement une sexualité. Mais à partir du moment où je fais la cour à une femme, vous voyez, et qu'une femme me fait la cour, et que nous sommes en train de parler des choses intimes à nous, nous faisons déjà de la sexualité. Draguer une femme, c'est de la sexualité. Flirter avec un homme, c'est de la sexualité. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Parce que l'objectif final sera justement d'utiliser l'énergie du sexe qui est en relation avec les organes pour pouvoir satisfaire l'intention que nous nourrissons les uns envers les autres. J'ai voulu élargir sur le plan métaphysique le concept pour qu'on ne réduit pas, d'accord, disons, la problématique du sexe uniquement à l'organe pénien ou à l'organe vaginal. Il faut que ce soit, que les gens comprennent que c'est toute une éducation qui prend en compte toute la dimension de l'être humain, puisqu'il sera affecté dans tous les aspects de sa vie par une sexualité bonne ou une sexualité mauvaise. Et ça, c'est des choses que nous vivons au quotidien. Par exemple, en termes de sexualité mauvaise, si la jeune fille et le jeune garçon partent sur un mauvais pied, c'est-à-dire ils ne comprennent pas que la sexualité en tant qu'énergie relie tous ces plans d'action, tout ce qu'ils feront, c'est quoi? C'est, excusez-moi le terme, c'est de baiser. Mais ils n'auront pas une vision, un idéal de vie, parce que pour eux, la sexualité n'a rien à voir avec cet idéal de vie. Beaucoup de couples vivent ça. C'est-à-dire que des gens qui veulent vivre ensemble n'ont pas une vision commune, n'ont pas une vision à long terme, alors que leur sexualité est en relation avec ça. Sur le plan émotionnel, il y a des personnes qui n'ont que le désir, qui n'ont pas de l'amour, et qui entretiennent des relations sexuelles. Et quel est l'impact que cela peut avoir? Ça ne peut être qu'un impact négatif, parce que l'énergie qui maintient ces trois états, si elle n'est pas bien utilisée, elle va justement détruire ces trois états. Du coup, l'individu va se trouver mentalement déséquilibré, il va se trouver émotionnellement déséquilibré et il va se trouver physiquement déséquilibré avec des maladies énergétiques. Lesquelles maladies énergétiques? Les religions appelleront ça des maladies spirituelles, mais on les appelle également des maladies énergétiques qui sont en relation avec l'utilisation du sexe. Car le sexe ou la sexualité ou l'organe sexuel, les trois combinés, c'est comme une industrie.
comme une industrie textile, par exemple, qui fonctionne. Quand une industrie fonctionne, elle fournit des déchets. Même si elle fournit des plats, elle fournit, disons, des verres, il y a des déchets forcément. Même quand nous-mêmes on prépare à la maison, il y a des déchets. Donc du coup, à partir du moment où vous utilisez votre sexualité ou votre organe sexuel pour votre plaisir, vous produisez également, in contrario, des déchets. Parce que vous l'utilisez souvent mal. Mais comment est-ce que ces énergies négatives opèrent après sur l'individu? Comment ces énergies négatives le bloquent? Vous n'en savez rien. C'est pour ça que dans nos traditions, on avait mis en place un certain nombre de choses pour purifier, pour protéger les gens de l'utilisation erronée du sexe. Je vais vous démontrer ici tout de suite, si vous le permettez, quelque chose qui va vous paraître ahurissant. D'accord? J'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on parle de sexe et de sexualité, on parle d'une énergie. Et donc, la sexualité est une énergie. Ça veut dire que j'ai ma femme, d'accord? J'entretiens une intimité avec elle. Et donc, j'échange avec elle quoi? J'échange de l'énergie. Je lui donne de l'énergie de ma sexualité et elle me donne de l'énergie de sa sexualité. C'est en cela que la sexualité est un échange énergétique. C'est un échange informationnel. C'est un échange d'informations. On ne peut pas avoir de la sexualité et ne pas échanger des informations. Tout ce que je suis en termes d'énergie, vibration, coule à travers moi, mes émotions, et va à l'intérieur de la femme. Et tout ce que la femme représente en termes d'énergie, eh bien, ça vient à l'intérieur de moi. Et donc, je peux dire que pour ma femme, je suis en elle et justement, elle est également en moi, puisque je porte son énergie et elle porte mon énergie. La preuve scientifique, c'est qu'un jour, elle porte mon enfant. Donc, il va sans dire qu'il y a un échange liquide, mais au-delà de l'échange liquide, il y a également un échange énergétique. Mais imaginez un instant que je prends un cas isolé, une jeune fille et un garçon, et les deux entretiennent des relations sexuelles pendant 1 an. Ça veut dire que le garçon a donné à cette jeune fille une grande quantité de son énergie et que la fille a donné à ce garçon une grande quantité de son énergie. Et qu'à un moment donné, eh bien, le garçon va avoir une relation sexuelle avec une autre fille. D'accord? C'est une image, hein, une cinématique. Et que la jeune fille va avoir une autre relation avec un autre garçon. Ça veut dire que le garçon qui va avoir une relation avec une autre fille va prendre l'énergie de cette nouvelle fille-là pour l'ajouter à la masse d'énergie ou au résultat, ou à la résultante ou au résultif d'énergie qu'il avait, et va donner à cette jeune fille le résultat d'énergie combiné avec son ancienne, avec sa copine. C'est ça qu'il va donner à la nouvelle copine. Et la femme, ou la jeune fille de son côté, elle va fournir son énergie au nouveau garçon, d'accord? Et le garçon va lui donner également son énergie, sachant que l'énergie que la jeune fille va donner au nouveau garçon, c'est une énergie combinée de l'énergie qu'elle avait amassée avec l'énergie de l'ancien gars. Et imaginez un instant, je dis imaginez un instant, que ces deux garçons entretiennent des relations intimes avec la même femme, par exemple. C'est-à-dire une autre femme, et les deux garçons, ne sachant pas, entretiennent une relation sexuelle avec la même femme. Vous savez comment on appelle ça dans nos traditions africaines? On appelle ça alokpli, c'est-à-dire que il y a conflit d'énergie. Parce que, en ce moment, les deux viennent d'avoir, les deux, hein, suivez-moi bien, les deux ont une relation avec la même femme. D'accord? Ça veut dire que quand X va faire avec la femme, Y vient faire avec la même femme. Pas de transitivité. Ça veut dire que les deux, ils ont une relation sexuelle homosexuelle. C'est ainsi que l'énergie fonctionne. De la même manière, à partir du moment où
vous quittez la maison, vous allez avec une autre femme, vous voyez, et que cette autre femme-là est avec un autre garçon, et que vous revenez pour faire l'amour avec votre femme, vous avez ramené un garçon à l'intérieur du ventre de votre femme. Eh bien oui, je vois. Ça paraît fou. C'est pour dire que, en fait, les gens agissent dans la vie au quotidien, dans l'existence, ils agissent. Ils sont hypnotisés par les mouvements, par ce qu'ils font, par les formes. Mais ils n'arrivent pas à faire une lecture au-delà des mouvements pour voir la circulation de l'énergie qui part d'une personne à une autre personne. Le vrai problème est là. On doit commencer à sensibiliser les gens autrement. Vous ne pouvez pas dire à un garçon qui a des envies sexuelles, ne fais pas. Ce comportement traditionnaliste ne mène nulle part. Parce que le garçon, il répond, même s'il ne le fait pas ouvertement, il répond aux parents ou aux adultes en disant « Oh, lui, il a déjà fini sa vie, il ne sert plus à rien, il veut m'empêcher de faire. » Vous ne donnez pas à l'enfant la connaissance qui lui permet de savoir comment les choses fonctionnent. Vous lui dites simplement « Ne fais pas ». Il fera. Je suis désolé, mais il fera. Et je serai à la place de l'enfant, je ferai. Si vous voulez me convaincre, et les enfants d'aujourd'hui aiment qu'on les convainc, si vous voulez convaincre l'enfant, c'est cette forme de connaissance que vous allez lui donner. De telle sorte que ça reste gravé dans la conscience de l'enfant. Et même si un jour il fait la démarche, vous voyez, il fait la démarche pour faire quelque chose, c'est son esprit qui lui dit est-ce que tu sais comment l'énergie circule? Est-ce que tu vois? À partir du moment où tu as une femme à la maison et que tu vas faire l'amour avec une autre fille qui a un autre gars, ça veut dire que énergétiquement parlant, c'est toi-même qui rend ta femme impure. Est-ce que vous voyez? C'est toi-même qui introduit dans le milieu intime de la femme un autre homme. Et donc, tu ne peux pas empêcher la femme au niveau, entre griffes, spirituel, d'avoir un peu comme une relation sexuelle avec une autre personne, puisque tu as permis l'ouverture par laquelle un autre homme entretient déjà une relation intime énergétiquement avec ta femme, puisque tu l'as importé toi-même. C'est pour ça qu'en Afrique, on imposait systématiquement les purifications. Et je peux vous donner un exemple très simple, c'est le veuvage. Très peu de personnes comprennent pourquoi on instaure le veuvage en Afrique. Parce qu'on n'a pas permis à la connaissance de s'ébruiter pour être comprise par les jeunes d'aujourd'hui. Parce que si vous comprenez ça, vous prendrez la bonne partie de ce qui est au niveau du veuvage et vous laisserez ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien, c'est qu'on ne peut pas forcer une femme à épouser le frère de son mari. Bon, il y a des choses qu'on ne va pas accepter parce que le monde, quoi qu'on dise, a changé. Et il faut éduquer selon le dynamisme du monde. Mais ce que moi j'aime bien dans cette histoire de veuvage, c'est sa dimension métaphysique. Voilà une femme qui a vécu avec un homme pendant 15 ans. Ils ont eu des enfants qui ont peut-être déjà 12 ans. Donc, d'une manière ou d'une autre, la femme et l'homme se sont échangés suffisamment d'énergie et la femme a, excusez-moi le terme, un bagage d'énergie de son mari à l'intérieur de son corps et donc de son âme et de son esprit. Il ne faut pas l'oublier, puisque j'ai dit que l'énergie circule dans les 3 états. Donc une relation sexuelle est non seulement une relation énergétique, mais une relation spirituelle. Est-ce que vous voyez? Une relation sexuelle est non seulement une relation énergétique, mais c'est également une relation entre 2 âmes. Une relation sexuelle est non seulement une relation énergétique, mais c'est entre 2 corps. Donc c'est tous les 3 niveaux que j'ai expliqués qui sont touchés. Et donc quand l'homme décède par exemple, et que la femme elle est vivante, normalement on devait imposer le veuvage pour les 2. Quand la femme elle est vivante, qu'est-ce qu'on fait? On met la femme un peu comme en quarantaine sexuelle. C'est-à-dire qu'on doit forcément, premièrement, couper le lien énergétique.
qu'il y a entre son mari défunt et elle. C'est ça le grand secret. On doit couper le lien énergétique. C'est ça la première chose. Après avoir coupé le lien énergétique, on va purifier la femme. C'est très important. Je vous assure, c'est extrêmement important. Pourquoi? Pour ce que moi j'ai remarqué au niveau métaphysique, il y a des femmes qui ont été mariées à un homme, l'homme est décédé, elles n'ont rien fait en termes de veuvage, elles ont voulu faire leur vie avec un autre homme, et qu'est-ce qu'on remarque? Chaque fois qu'elles rencontrent un autre homme, l'homme meurt. Ça, ce sont des faits. L'homme meurt. Elle trouve encore un autre, l'homme meurt. Et personne n'a l'intelligence de demander, mais est-ce que tu sors d'un mariage où ton mari est décédé? Parce que, en Afrique, comme les morts ne sont pas morts, et on en sait quelque chose, lorsque la femme se retrouve seule et que son mari est décédé, étant donné que la relation sexuelle est non seulement une relation physique, énergétique et spirituelle, le mari décédé continue d'avoir une relation intime avec sa femme. Des femmes vous diront, il y a quelqu'un qui vient faire l'amour avec moi, dans le rêve. Ou mon mari vient toujours faire l'amour avec moi. Tant qu'on ne coupe pas le lien énergétique, la femme ne pourra pas se marier avec un autre homme. Si elle le fait, elle met la vie de l'homme en danger. Et ça, très peu de gens le savent. Et ce n'est pas une éducation qu'on donne aux jeunes. Parce qu'il y a des jeunes, à cause de l'argent, vont entretenir des relations avec des femmes qui sortent d'une situation pareille. Et qui ne savent rien de tout ça. Et la femme elle-même, bon, le mari est mort à peine un mois, et puis bon, elle passe à autre chose. Est-ce que vous voyez? Oh, ce sont des choses qu'il faut maîtriser sur le niveau énergétique pour pouvoir le comprendre. Et ces genres de choses-là existent. Pour finir, certainement vous avez d'autres questions à me poser. Prenons par exemple le cas où, de façon aléatoire, une femme rencontre un homme, une fille rencontre un garçon, et les deux, systématiquement, commencent à entretenir une relation sexuelle ensemble. C'est ce qui est le problème fondamental qui cause les blocages et les situations énergétiques conflictuelles, non seulement dans la vie des personnes concernées, mais au sein de la société elle-même. Puisque, quoi qu'on dise, on n'est pas sorti des cuisses de Jupiter. On appartient à une société et chaque comportement que nous avons a non seulement un impact physique, mais un impact énergétique, vous voyez, sur l'ensemble de la société, puisque toute la société est structurée également dans ces trois états. La société en tant qu'élément physique, la société en tant qu'élément émotionnel, empathique qui nous reconnecte tous, surtout avec l'Internet aujourd'hui, et la société en tant qu'élément spirituel, puisque nous sommes tous connectés, même malgré nos spiritualités diverses, à la croyance en une réalité qui nous transcende. Donc, nous sommes connectés à ces niveaux-là. C'est d'ailleurs pourquoi, dans les scandales sexuels qui interviennent sur les réseaux sociaux, ça touche tout le monde d'un seul coup parce qu'on se sent tous concernés. Et ça, c'est également ça, les problèmes liés au sexe. Donc, lorsque le jeune va vouloir avoir une relation avec une fille et une fille avec le jeune, les deux ne se posent pas du tout la question de savoir est-ce qu'ils ont créé entre les deux une compatibilité énergétique. Parce que le sexe étant déjà de l'énergie, les deux étant de différentes régions, d'accord? L'autre est peut-être de Kara ou il est peut-être de telle ethnie, l'autre est de telle autre ethnie. Les deux n'ont pas les mêmes configurations énergétiques forcément compatibles. C'est pourquoi nos parents avaient mis ensemble des choses comme connaissance des parents, est-ce que vous voyez, approche des parents, pour que les ascendants, il faut bien comprendre cela, les ascendants donnent leur bénédiction. Vous voyez, c'est important. On a oublié cela. On a converti
la société, où on a poussé la société dans l'absence de respect d'un ascendant. On se comporte comme si on n'a pas de parents. On se comporte comme si on n'a pas de père, on n'a pas de mère, on n'a pas de grand-père, on n'a pas de grand-mère, quoi. C'est curieux. C'est-à-dire que tous les jeunes se comportent exactement comme ça. Ce n'est pas leur faute parce que c'est ce que vous appelez maladroitement éducation qui n'en est pas une. C'est ça qui pose le problème. Parce qu'on ne peut pas faire de l'éducation sans la tradition. Puisque la tradition permet de relier l'enfant à une généalogie, vous voyez, à une matrice généalogique ou à à une maison, vous voyez, qui permet de retracer l'importance de ses ancêtres sur l'acte qu'il veut poser. Mais si l'enfant a perdu cette connexion, eh bien, l'enfant fait ce qu'il veut. Et c'est quand il fait, il met les parents devant le fait accompli. La jeune fille rentre, elle est enceinte. À qui est? On parle un peu, et qu'est-ce qui s'ensuit? On garde l'enfant. Mais on ne voit pas la conséquence que ce comportement a sur l'ensemble de la société. On ne le voit un jour que lorsque ce garçon va devenir peut-être un homme politique qui occupe un poste de responsabilité, on oublie que la façon dont il a été éduqué, d'accord, peut-être sans son père, ou etc., et que ça pourra avoir une incidence sur les décisions qu'il va devoir prendre. Parce que son énergie à l'enfant même a été complètement perturbée. En fait, il y a des choses que le métaphysicien voit. C'est l'interconnexion de chacune de nos actions sur le tout. Et ça, on ne peut jamais le nier. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'éducation. Amener l'esprit de l'enfant à s'éveiller au fait qu'il y a une connexion entre le comportement infinitésimal, son impact sur l'ensemble de la société. Ce qui fait que l'individu qui veut agir, il n'est pas responsable envers lui-même seulement. Il est responsable avec qui? Envers l'ensemble de la société. Et c'est dans cette perspective-là qu'on doit faire l'éducation sexuelle du jeune au cœur de la société. Lui ouvrir l'esprit pour qu'il voie les différentes connexions, les impacts, l'influence des choses sur l'ensemble de la vie sociétale et sur l'ensemble de sa vie en termes d'esprit, mental, âme, émotion et en termes de corps. Quand il aura cet éveil-là, c'est ça l'éducation éveillée, quand il aura eu cet éveil-là, vous n'avez pas besoin de lui dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Nous, ce n'est pas l'éducation qu'on a reçue. Hein. Nous, nos parents ne parlent pas. Hein. Quand maman te regarde comme ça, toi-même, tu sais que tu es en train de prendre un mauvais chemin. Elle ne parle pas. Elle te regarde. Elle te regarde comme ça. Toi-même, tu dis que prochainement, tu ne vas plus faire. Quand papa, il ne dit rien, c'est là que tu as peur. Et tu dis, papa, il y a quelque chose? Non, 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 il n'y a rien. Toi-même, tu te repenses parce que papa n'a rien dit. Mais aujourd'hui, oh, les mamans parlent, on s'en fout. Les papas parlent, on s'en gagne. Est-ce que vous voyez? Personne n'écoute. Comment en est-on arrivé à ça? C'est l'étude que nos ministères doivent faire parce que sans l'éducation, il n'y a pas de développement. Comment utiliser alors le sexe à bon escient pour que tout le monde puisse en profiter, les utilisateurs comme la société tout entière? Il y a un lien dans le sexe qu'il ne faut pas oublier, c'est le lien du sang. C'est fondamental. L'utilisation du sexe implique de facto l'utilisation d'un mélange de sang. C'est inévitable. Il ne peut pas y avoir de sexualité sans mélange de sang. C'est ce que constate la métaphysique. C'est d'ailleurs pourquoi, dans nos traditions africaines, vous ne pouvez pas faire de la sexualité sans passer entre griffes par la dot. Parce que cela implique forcément que deux familles échangent des liens de sang.
C'est ce qui doit être l'horizon. Ne pas dissocier une utilisation de l'organe sexuel et de l'énergie sexuelle, ne pas dissocier cela du sang, du lien du sang. À partir du moment où tu as une relation sexuelle avec une fille, tu es entré dans son lien de sang. À partir du moment où tu as une relation sexuelle avec un homme, tu es rentré dans son lien de sang. Ne te plains pas demain que lorsque des problèmes vont surgir, eh bien, il peut s'agir, excusez-moi, des énergies que tu as ramassées dans l'autre lien de sang qui deviennent tes problèmes. C'est pourquoi je dis, on ne peut pas dissocier. Ce n'est pas parce que vous faites l'amour et on dit, bon, et vous n'avez pas le sida. D'ailleurs, quand on fait l'amour et que les gens attrapaient le sida de façon sexuelle, c'est parce que justement il y a le sang. C'est parce que les deux se sont partagés d'une certaine manière un lien sanguin. Ça, lorsque le spermatozoïde rencontre l'ovule, mais la première chose qui se met en place, c'est un caillot de sang. Et nous sommes tous nés de ce caillot de sang-là. Ça veut dire que la sexualité est indissociable du lien de sang. Et donc, quand vous avez une relation sexuelle avec une jeune fille, vous êtes dans son lien de sang. Et donc, si vous voulez utiliser le sexe, posez-vous la question de savoir, est-ce que je respecte, voilà ce qui est important, est-ce que je respecte, est-ce que je considère les énergies de ce lien de sang? C'est la première chose à savoir. Tu n'es pas avec ta femme parce que, bon, la société te le dit, non. Parce que tu respectes le lien et les entités. Qu'est-ce qu'une entité? C'est une énergie. Les entités du sang de la femme. Idem pour l'homme. Donc, pour utiliser le sexe, on ne peut pas l'utiliser en dehors du respect de ce lien de sang. C'est pour résumer, en fait. Sinon, quand je vais parler longtemps. Pour résumer, on ne peut pas le faire. Le faire, c'est, entre griffes, injurier tous les ancêtres porteurs de ce lien de sang. C'est déshonorer tous les ancêtres porteurs de ce lien de sang parce que vous rentrez dans une maison, rentrer dans l'intimité de la femme, c'est rentrer dans une maison, hein, dans sa lignée ancestrale depuis l'origine de leur famille. C'est rentrer dans le lien ancestral de l'homme depuis l'origine de sa famille. Et je ne vois pas en Afrique, vous voyez un portail, vous ouvrez, vous rentrez dedans, vous vous asseyez, vous commencez à manger. Ça paraît ridicule, n'est-ce pas? Vu ainsi, on dit, mais c'est aberrant, il y a quelque chose qui cloche là. Mais c'est ce que les gens font. Je suis désolé de le dire, mais c'est ce qui se passe. C'est parce qu'on ne vous a jamais donné une image, une cinématique de la scène. C'est pourquoi vous ne comprenez pas que c'est exactement que vous rentrez dans une maison de la lignée de sang de l'homme, vous rentrez dans la maison de la lignée de sang de la femme et vous mangez comme vous voulez. Et demain, quand les complications surviennent, vous ne voyez pas que c'est toute la structure sociale qui est ainsi déstabilisée, puisque ce qui fait une société, ce sont les généalogies qui constituent la société, dont le lien est le sang. C'est ce qu'on appelle de la connaissance. C'est très idiot de dire, hey, si tu fais ça, si tu apportes une grossesse ici, tu vas voir. Ça ne dit rien à l'enfant. Comment vous voulez interdire à un enfant quelque chose dont il n'a pas encore fait l'expérience? Ça ne marchera pas. C'est pour ça que les enfants n'écoutent pas. Plus vous l'interdisez à l'enfant, plus l'enfant a envie de le faire. Mais quand vous mettez l'enfant devant le fait accompli, par l'explication scientifique, telle que je viens de le faire, l'enfant va au-delà même de la sexualité et voit beaucoup d'autres choses dans lesquelles les choses fonctionnent comme ça. Et il devient respectueux de tout. Parce que tout prend en même temps de la valeur à ses yeux. Parce que
Quand une chose prend de la valeur, c'est qu'elle est sacrée. Ça devient sacré pour l'enfant. Ce n'est pas vous qui lui dites que le sexe est sacré. C'est lui-même qui prend de la valeur en reconnaissant la dimension sacrée du sexe. Parce que lui-même, il a pris de la valeur. Ceci étant, que dites-vous alors de l'éducation religieuse par rapport au sexe? Ne mangez pas le fruit défendu. Celui qui goûte au sexe sans les liens de mariage sera puni par le feu de l'enfer. C'est aussi une éducation. En tant que métaphysicien, que dites-vous par rapport à ça? Je prends l'exemple même de Dieu dans l'Ancien Testament. Quand il a dit « ne mangez pas », les gens ont mangé. Il a dit « ne mangez pas » et les gens ont mangé. En fait, c'est une façon de dire simplement qu'il y a une erreur fondamentale que les religions ont commise. Les religions ne le savent pas elles-mêmes parce que c'est leur base de la soi-disant éducation religieuse. Leur base, c'est interdire. Surtout en matière du sexe, il y a une autre base qui rend la situation encore plus critiquable. C'est le fait que les religions perçoivent le sexe comme quelque chose d'impur. Et ça, c'est très dangereux. Ces deux bases-là ne font pas l'éducation. Il y a la Bible qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Pas faute d'interdit, pas faute d'interdiction, pas faute de malédiction, mais faute de connaissance. Quand vous prenez le sexe, c'est un exemple que je mets en place au niveau énergétique. Je dis, on voit les mouvements et les formes, mais on ne fait pas la lecture des énergies qui circulent. Quand vous-même, soyons raisonnables, vous diabolisez le sexe, vous dites que le sexe est mauvais, alors que vous êtes sorti du sexe, alors que vous pratiquez le sexe. Ça veut dire que vous donnez à vous-même une dimension vraiment mauvaise. Parce que vous ne pouvez pas être bon à partir du moment où vous faites quelque chose que vous-même vous condamnez. Du coup, on a mis sur le sexe la culpabilité. Et donc, les gens, ce n'est pas la connaissance qui leur fait prendre du recul par rapport au sexe, mais c'est ne pas être en enfer, ne pas avoir les malédictions divines, c'est ce qui les pousse à vouloir fuir le sexe. Et donc, il se produit non seulement une connaissance, mais un refoulement. C'est-à-dire que les gens refoulent leurs instincts, leurs émotions, ce qu'ils ressentent, les gens refoulent ça. Pour que la société ne les regarde pas, pour que le pasteur les apprécie. Mais c'est les mêmes personnes qui, en cachette, vont justement se défouler énormément parce qu'on ne leur a pas permis de sublimer ce qu'ils ressentent par la connaissance. On leur a juste dit, refoulez-moi ça, refoulez-moi ça, refoulez-moi ça. Il est prouvé que ces personnes qui refoulent sont les personnes les plus sexuellement actives. Et vous remarquerez qu'il y a beaucoup de religions qui s'installent, mais ça n'empêche pas ce que moi j'appelle la pornographie sociale de se mettre en place. La pornographie sociale, pour moi, c'est cette facilité d'accès à la sexualité dans tous les domaines et de façon discrète ou cachée, parce que chacun sait que chacun fait. Mais oui, c'est ça. Chacun sait que chacun fait, et lorsqu'il fait noir, on coule rapidement, parce que là, il n'y a plus le pasteur, on va rapidement faire quelque chose et on revient. Parce qu'en ce moment-là, ben, on peut dire à Dieu quand même, attends d'abord, hein, je vais revenir le dimanche prochain pour la suite. On est devenu hypocrite et menteur vis-à-vis de soi-même. Et c'est ça le problème, ce n'est pas de l'éducation. À partir de ce moment, les religions ont échoué. Parce que si les religions analysent aujourd'hui la scène sociale, elles devraient se demander, mais on est nombreuses,
on dit toujours les mêmes choses aux gens, mais les gens ne font que le contraire. Parce que le fait de leur dire de ne pas faire ne suffit pas. Il faut leur donner accès à la connaissance. Et tant qu'ils n'auront pas la connaissance, ça ne marchera pas. Donc les religions doivent changer leur approche de l'éducation. À savoir, prendre les jeunes à partir de l'âge, disons, de la puberté et commencer à leur expliquer clairement ce que c'est que le sexe. Les parents doivent faire partie de cette éducation. Parce que les parents aussi ont fui ce domaine de l'éducation. Il n'y a pas de réunion avec les enfants pour parler de leur sexualité. La fille n'est pas prévenue à l'avance de ses menstrues. Tout se passe comme si les parents, pour avoir diabolisé le sexe, sont incapables de mettre en place un dialogue sexuel. Moi, j'ai 2 garçons, je fais toujours le dialogue sexuel avec eux. Et je suis étonné, franchement étonné, que mes garçons en savent plus que ce que je ne leur ai appris. Du coup, même si vous refusez d'en parler, les enfants savent. Ils se parlent entre eux. Et l'accès aujourd'hui à Internet rend la chose encore plus facile. Et sur Internet, on trouve ce que j'appelle la pornographie sociale, où justement, l'enfant n'a pas de censeur, il n'a pas de surveillant, il est seul face à lui-même. Mais vous ne l'avez pas préparé pour ça. Comment préparer un enfant pour ça? Là où personne ne peut le surveiller. Il est seul avec lui-même. Et il doit avoir accès à des images auxquelles il ne devrait pas avoir accès. On met en place des applications sur des trucs pour dire interdit au moins de 18 ans. Avez-vous 18 ans? L'enfant a 14 ans ou 15 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Il clique, oui, j'ai 18 ans. Parce qu'il veut avoir accès à des images. C'est pour dire que les parents, s'ils veulent vraiment éduquer les enfants, il faut qu'ils arrêtent de leur mentir. Il faut qu'on commence à être vrai vis-à-vis de nous-mêmes et à dire la vérité aux enfants. Il y a quelque chose que nous ressentons tous. Nous sommes passés par là en tant qu'enfants. Et nous savons ce qu'on ressent quand le désir sexuel vous prend. Et donc, à l'appui de ça, on devrait pouvoir réfléchir, mettre en place une éducation qui donne aux enfants la connaissance et l'éveil. Ne plus rien leur cacher pour qu'ils aient tous les outils nécessaires pour prendre par eux-mêmes les décisions. Les interdits, là, ça ne marche pas. Le plus important, c'est l'équilibre social. Donc, je vais partir de l'équilibre social. Ce que l'enfant récolte et ce que nous récoltons également de ce comportement correct de l'utilisation du sexe, c'est l'équilibre social. Ce que j'appelle le déséquilibre social, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. À savoir, on a beaucoup de jeunes filles qui ont beaucoup d'enfants. Chaque jeune fille a un enfant, un enfant, un enfant. C'est ce que moi j'appelle la série des mères jeunes. C'est-à-dire que la jeune fille a un enfant, un enfant, un enfant. Et il y en a beaucoup. Bonjour, ça va? J'ai un enfant. Oui, j'ai un enfant. J'ai un enfant. Du coup, où est le papa? Il est absent. Est-ce que vous voyez? Comment tu survis? Je me débrouille. Vous voyez? La société est déjà en déséquilibre. Ces enfants, vous les rencontrez où? Dans la rue. Ces enfants peuvent naturellement devenir des bandits demain s'ils n'ont pas été suivis correctement. Donc, il faut que quelque chose soit très important pour nous, plus que nous-mêmes. C'est l'équilibre social. Parce que la société est la matrice au sein de laquelle les enfants de nos enfants, de nos enfants, de nos enfants vont évoluer. Donc, un enfant qui regarde le sexe comme quelque chose de sacré et qui a la connaissance de la bonne utilisation du sexe apporte déjà un bienfait énorme à la société, c'est l'équilibre social. L'équilibre social repose sur la connaissance, la compréhension, l'utilisation des valeurs qui sont propres à cette société. Car sans les valeurs, aucune société n'a d'équilibre.
seules les valeurs fondent et font la société. Ça, c'est l'élément fondamental pour moi. Le deuxième élément, c'est ce que j'appelle la dignité. La dignité, c'est qu'un enfant, il est la synthèse de ce que j'appelle la généalogie de ses parents. Et je crois que tout parent veut qu'un enfant fasse sa fierté. Mais inversons les choses. Est-ce qu'on a éduqué l'enfant pour que lui-même, il prenne conscience qu'en tant que descendant de plusieurs ascendants, il doit honorer ceux qui l'ont précédé. Il doit honorer le sang qu'il a hérité. C'est ce que j'appelle la dignité. Aujourd'hui, il n'y a plus de dignité. Parce que la dignité n'a pas fait partie de l'éducation, sauf de morale. La dignité, ça ne veut rien dire. C'est des conneries. Non, sérieux. Ce que je viens d'expliquer de façon élémentaire permettra à un enfant de se regarder dignement. Il n'y a rien de mieux dans la vie que sa dignité. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que je dis, mais j'espère que certaines personnes qui sont restées fidèles à leurs valeurs et qui, dans des situations données, ont conservé leur rectitude, leur équilibre personnel, savent de quoi je suis en train de parler. Parce que moi, je sais de quoi je suis en train de parler. Dans beaucoup d'autres domaines, nous avons gardé notre dignité. Et ça, c'est important à savoir. Il n'y a pas de prix à la dignité. Parce que être digne, c'est être représentatif des valeurs, non seulement de la société, mais de vos ancêtres. Maintenant, dernier niveau, l'individu. Oui, donc je suis parti de la société et je suis venu à l'individu. L'individu lui-même, une bonne utilisation de son sexe, fait son harmonie personnelle. Est-ce que ce mot a encore le sens que les gens peuvent comprendre? Mais j'espère, l'harmonie. L'harmonie entre votre esprit, votre âme et votre corps. L'harmonie. Et si vous êtes une personne en harmonie avec elle-même, vous êtes comment? Vous êtes heureux. Vous êtes bien. Vous ne vivez pas dans une dépendance affective, une dépendance sexuelle, une dépendance alcoolique, une dépendance parce que ces éléments déviants-là sont la conséquence d'une mauvaise utilisation du sexe. Car comme je l'ai dit, le sexe, c'est l'énergie qui structure notre esprit, notre âme et notre corps. Et à partir du moment où il y a des équilibres dans cette énergie, le corps cherche des éléments de compensation. Comme par exemple les drogues, vous voyez, comme par exemple se saouler, comme par exemple rechercher d'autres éléments affectifs pour pouvoir se donner un sentiment de bien-être intérieur. Alors qu'en fait, le bonheur ne s'achète pas avec des choses extérieures. C'est un équilibre personnel en harmonie avec ses valeurs, avec sa vision, avec l'acceptation de qui on choisit d'être. Je dis bien qu'on choisit d'être. Donc pour moi, l'utilisation correcte du sexe a énormément de bénéfices. Merci beaucoup. Et au niveau spirituel, il s'installe une connexion spontanée avec le divin. Parce qu'on se sent sacré. Parce qu'on ne désacralise pas les choses, on se sent sacré soi-même. Parce qu'on est porté par ses valeurs, on est devenu un homme de valeur, une femme de valeur, une femme digne, et donc on se retrouve connecté à quelque chose qui représente la synthétique des valeurs. Merci Elmasio Gosson, vous êtes toujours avec moi pour encore une dizaine de minutes. Quelles sont alors les conséquences de la mauvaise utilisation du sexe? Parce qu'on n'a pas été éduqué en la matière, on ne connaît rien du sacré le concernant.
et on l'a utilisé de tort à travers. La première conséquence, possession. Quand je parle de possession, je parle du fait d'être possédé. Et quand je parle du fait d'être possédé, je ne parle pas d'un fait spirituel. Je parle d'un fait énergétique. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que l'habitude? C'est très simple. Moi, je suis un professionnel en matière d'éducation, en matière de formation. Je détiens les outils qui permettent de faire comprendre à une personne le savoir et de l'amener à faire l'expérience de ce savoir en connaissance. Donc, je pose la question, qu'est-ce qu'une habitude? Quand est-ce qu'on dit qu'une chose est devenue une habitude? Lorsque j'ai des comportements sexuels corrects et que ça devient une habitude, je me sens bien. Mais lorsque j'ai des comportements sexuels incorrects, ça va devenir une habitude. Car l'habitude, ce n'est que l'énergie, c'est-à-dire une énergie qui a créé sa propre loi de récurrence. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui répète la même chose. Ça devient une habitude. Lorsque je me réveille le matin et que je fais les mêmes choses, ça devient une habitude. Parce que tout mon corpus qui est entretenu par l'énergie va faire la même chose et donc va créer une loi de récurrence de la même chose. Et donc spontanément, je me lève du lit, je me brosse, je fais ci, je fais ça, et le matin c'est pareil, après. C'est cette même loi qui fait que quand les gens se retrouvent dans les entreprises de l'État, pour y être restés pendant 15 ans, le jour où vous venez de leur dire il faut changer les habitudes, ils vous diront, mais on a toujours fait comme ça. Cette phrase-là, elle est terrible, quoi. Je crois qu'on devait mettre cette phrase-là au fronton donc, d'un temple et dire, phrase spécifiquement togolaise, quoi. Si les Togolais produisent quelque chose de bien, vraiment, c'est cette phrase-là, quoi. C'est incroyable. Ça me fait tellement rire en pleurer. C'est-à-dire, vous allez quelque part et on vous dit qu'on a toujours fait comme ça. On ne questionne même pas l'habitude pour savoir est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire la chose. Non, on a toujours fait comme ça. Vous voyez, quand vous êtes pris au piège de l'habitude, quand vous devenez esclave de l'habitude, c'est le sous-développement. Le sous-développement pour vous-même. C'est ce que j'appelle la possession. C'est-à-dire que vous avez entretenu des habitudes dégradées, dégradantes, au niveau donc de la sexualité. Ça devient un ensemble d'énergies qui, tôt ou tard, vont avoir une emprise sur vous. C'est obligatoire. C'est pour ça qu'il faut cultiver de bonnes habitudes. Le cycle d'une énergie, c'est de devenir votre maître. Il faut le comprendre comme ça. Le cycle d'une énergie, c'est de devenir votre maître. Quand vous déroulez une énergie, tôt ou tard, à force de la dérouler, vous dites à l'énergie, je veux que tu te comportes exactement toujours comme ça. Et donc finalement, cette énergie devient l'information qui va codifier ta vie spontanément tous les jours. Sinon, tu ne peux pas faire de nouvelles choses chaque jour. Tu ne vas pas te retrouver. Tu es obligé de mettre en place une habitude. Vous voyez, c'est ce que c'est ce qu'on fait dans les entreprises. On modélise les choses, le travail, pour qu'on sache que, exactement, ça change comme ça. Parce que ça permet d'aller plus vite. Est-ce que vous voyez? Mais dans le cas des énergies dégradantes, c'est que vous entretenez les mauvaises énergies et au lieu que ces énergies vous fassent évoluer, ces énergies vous font reculer et mettent en péril votre bien-être physique, votre bien-être au niveau de votre âme et de vos émotions, votre bien-être mental et spirituel, tout ça, c'est mis en péril. Et à partir de ce moment, vous devenez l'ombre de vous-même.
vous allez traduire cette habitude négative à vos enfants. Parce que toutes les informations comportementales que vous avez dans une durée de 30 ans, c'est-à-dire une génération, scientifiquement, cela s'incorpore à votre sang et à votre comportement génétique. Ça ne vous surprend-il pas que nos enfants nous comportementalement? On est étonné, n'est-ce pas? C'est parce que même nos comportements les plus cachés ne sont jamais cachés dans la nature. Ils passent dans le lien du sang et de ces énergies de répétition, lesquelles énergies nous transmettons à nos enfants, qui justement répètent le même cycle que nous. Donc, on a vraiment un problème. Si on ne pense en termes d'éducation qu'à soi et à soi seul, on a un vrai problème. L'éducation passe dans le sang. C'est pour ça qu'il faut éduquer correctement les gens, pour que le sang qu'ils vont mettre en place soit un sang qui est déjà une configuration de l'habitude des parents. Vous allez voir que dans notre coutume, quand vous appelez un nom d'une certaine région, on dit « Oh, ces gens-là, on les connaît. Ils sont toujours comme ça. On sait que c'est comme ça qu'eux, ils sont. » Vous voyez? C'est parce qu'on sait que dans leur éducation et dans leur transmission énergétique de l'information, de l'éducation à travers les générations, eh bien, ils sont devenus habituellement comme ça. La dernière partie. Quel constat faites-vous aujourd'hui dans la société? Non, mais c'est la désolation. Il n'y a même pas un autre mot pour l'exprimer. C'est ce que j'appelle la désolation sexuelle. C'est une désolation qui est arrivée parce que, premièrement, les parents ont fui complètement leurs responsabilités. Le premier responsable, ce n'est pas l'État, hein, ce sont les parents. Les parents ont fui leurs responsabilités. D'ailleurs, il n'y a pas de parents. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'improvise parent, puisqu'on peut devenir accidentellement parent. Et donc, il n'y a pas un cheminement qui permet à l'enfant d'être parent. L'enfant se retrouve à 22 ans parent. Papa, il ne sait pas ce que c'est. Vous voyez, donc il y a un vrai problème. Il y a également le refus de l'État, de nos dirigeants, de reconnaître que la plus grande de toutes les richesses, c'est l'éducation. La bonne éducation. La vraie éducation. L'éducation authentique et originale qui permettent aux apprenants d'acquérir la connaissance libre qui leur permettra de pouvoir se prendre en charge conscientiellement et efficacement, de façon efficiente. Je crois que c'est à ce niveau-là que les paramètres ne sont pas bien définis. Il y a un pis-aller dans l'éducation qui n'a vraiment pas son nom. Il y a un pis-aller total. Je me demande même s'il y a une société. Parfois, je me pose la question. Parce qu'on a comme l'impression que c'est un fourre-tout. Il n'y a pas de guidelines, il n'y a pas de directives, il n'y a rien. Rien du tout. Il n'y a surtout pas d'exemple, de modèle à suivre. Donc, on est vraiment dans du foutoir. Donc, pour moi, je ne dis pas que c'est à 100% mauvais, mais je dirais, en étant gentil, que c'est à 99,99% mauvais. Elmas Gorson, votre synthèse, et nous allons remettre l'antenne à la régie pour la suite des émissions de la première. Je sais cette opportunité pour m'adresser aux parents. Je sais jusqu'à quel point il est difficile d'être parent, mais pas impossible. Je pense que ce sont les parents qui peuvent changer la donne. Parce que c'est pour vous que vos enfants sont chers. C'est pour vous que vos enfants sont précieux. C'est pour vous que vos enfants, vous leur donnez un idéal de vie. Ne dites pas, je vais faire de mon mieux et Dieu fera le reste. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut prendre les taureaux par les cornes. Donc, c'est aux parents de se décider de dire, créons une communauté qui remette en valeur la bonne éducation pour les enfants et pour la société. Et pour finir, je voudrais m'adresser aux jeunes en leur disant que même quand on est né pourri, on peut se transformer et devenir meilleur. Le passé ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est ce que vous choisissez de faire. C'est ce que vous voyez au loin, dans l'horizon lointain. Qu'est-ce que vous regardez?
Sachez que si votre esprit ne voit rien, vos yeux ne verront rien. C'est seulement quand votre esprit voit ce que vous avez envie de devenir que vos yeux peuvent le voir. Et donc, je vous encourage à vous prendre en main s'il n'y a personne pour vous prendre en main. Vous avez la capacité de le faire parce que vos parents sont à l'intérieur de vous et ce potentiel peut vous aider à vous prendre vous-même en charge. Merci Elman Sigurdsson. Chers téléspectateurs, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce numéro de votre émission préférée ID. Merkakou Adam, merci pour ce travail fantastique que vous venez une fois encore d'accomplir. Votre travail a permis à tous nos téléspectateurs sur la planète Terre de recevoir la TVT en images et en son. Et chacun peut s'approprier des conseils donnés par notre métaphysicien. Toute l'équipe de réalisation, une fois encore, merci. Vous, téléspectateurs de l'émission ID, merci pour votre fidélité. La télévision togolaise vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre thème. Et d'ici là,